c'est quoi Dice Design? En gros, nous, on se spécialise dans l'impression qu'on appelle MEX. Donc, c'est Material Extrusion, donc l'extrusion de matière. Faut comprendre, c'est que pour nous, le marché, dès le jour 1, c'est un marché international. Pourquoi tu t'es dit, hey, moi, là, je me lance une business? Il y avait un ras-le-bol collectif, mes associés et moi, individuellement, de dire que on s'emmerde pas pour nous nécessairement à travailler pour quelqu'un. On avait comme développé cette drive-là, cette envie-là de faire quelque chose de différent. Mettons que tu te repartais en business demain matin. C'est quoi les 3 premières choses que tu ferais? Trouve-toi un bon avocat, un bon fiscaliste, puis signe une convention d'actionnaire. Ok. Hey, salut Simon! Salut Dave, ça va? Ça va toi? Yes! Merci man d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue chez nous, bienvenue au Piggy Bank Podcast. Ça fait plaisir, merci à toi de m'inviter That's aujourd'hui. it. La question brise-glace, Yes. vu que je suis un petit compte de bin, est-ce que tu es un fan de Google Sheets ou de Excel? Ben oui, ben moi je suis un fan de Google Sheet. Ok, tu fais quoi avec ça? Plein de choses, man. Google Sheet, c'est mon master tool. Budget, projection, That's it. list, man, project management. That's it, on aime En ça. fait, dès qu'on a de quoi à faire, ça passe par Google Sheet. Si ça marche pas bien, là, on va dans Google Docs. Ok. Ouais. Ah ouais, Colin, on va vouloir voir ton workflow en images. Simon, aujourd'hui, on va vouloir parler de ta business qui est en impression 3D. Et là, j'ai fait un peu de recherche, mais je suis vraiment pas bon. Ça va être mieux que moi pour l'expliquer. Mais juste avant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes keys là, personnellement. Pas obligé de rentrer dans les fins détails. Et professionnellement, t'es étudiant en quoi? Pis Yes. tout, là. Ben c'est bon. Fait que Simon Duchesne, un des 4 cofondateurs de Dice Design, compagnie qu'on s'apprête à fêter notre 9e anniversaire dans That's quelques it. semaines. Congrats. Et on le souhaite 10 ans en juin 2025. J'ai étudié à l'Université Laval en communication publique, profil publicité sociale. Ok. Puis dans le fond, ben, j'ai travaillé un peu en agence, un peu chez des clients dans le fond, dans des départements marketing avant de fonder Dice avec un de mes amis et éventuellement 3 autres Ok. associés. Là. Ok, that's it. Puis personnellement, qu'est-ce que tu fais le soir? Le là? soir, ben... T'occupes de tes enfants. Écoute, ouais, c'est ça. J'ai deux jeunes enfants, un Ouais. gars de 4 ans, une fille qui va avoir, ma petite va avoir 3 ans Ok. dans quelques semaines. Fait que ça prend beaucoup de temps, c'est très le fun. Mhm. Sinon, je m'occupe de ma maison, j'essaie de faire du sport. J'essaye. Puis, ben, je suis un gamer aussi, donc Ok. j'essaie de trouver un peu de temps pour gamer au travers de ma vie un peu effrénée. Là. That's it, Ouais. ben, c'est sûr, chef d'entreprise, chef cofondateur d'entreprise, ça prend du temps, clairement, avec les enfants et tout. À un moment donné, on a 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Exact. Peux-tu nous parler un peu de l'élément déclencheur, tu sais, c'est quoi Dice Design, puis pourquoi tu t'es dit, hey, moi, là, je me lance une business? Tes parents sont en entrepreneuriat? Tu sais, ça vient de où? Yes. Ben, je te dirais qu'honnêtement, mon but dans la vie, c'était pas vraiment d'être entrepreneur. Ok. J'ai même jamais pensé à ça. Tu sais, il y en a, des fois on l'entend, là, moi, mes parents, c'était des entrepreneurs. J'ai vu mes parents faire ça. Je le savais pas, mais j'étais destiné à ça. Ouais. Moi, Zéro pas bout en de bord. tout, zéro. J'étais un peu arrivé sur mon chemin par hasard. En fait, quand on a parti le projet, on pensait même pas que ça allait être comme une business, si tu veux. Fait que Ah ouais, la ok. petite histoire, dans le fond, là, moi, quand j'ai fini mon baccalauréat, j'allais travailler à Montréal en agence, puis fallait que je me trouve un logement. Là. Fait que j'ai recontacté un gars que j'avais rencontré au cégep à l'époque. Ça faisait 2 ans, on s'était pas parlé, même 3 ans. Ok. Philippe, qui est un de mes associés. Puis là, je l'appelle, puis on est le vendredi, il faut que je me trouve une place où dormir dès le lundi, tu sais. Hey Phil, te rappelles-tu de moi? Ouais, ouais. T'aurais-tu une place pour moi si ton divan, faut que je rentre Ok. travailler, tu sais, lundi? Puis il dit, ouais, ben, ça tombe bien, je viens d'emménager là aujourd'hui dans mon appartement Ben avec ma non. blonde. Laisse-moi parler à ma blonde, je te reviens. Il me rappelle une demi-heure après, ouais, Sim, pas de trouble, viens-t'en. Puis, Smart, ouais, smart. très smart, puis, tu sais, dans le fond. En vivant avec lui, ben lui, il étudiait en génie mécanique.
Puis Phil, c'est un musicien, un drummer. Mhm. Puis il voulait faire un drum vraiment exotique, un peu différent Ok. des fûts de bois classiques qu'on voit. Ah ouais, D'un nice. covoiturage, il y a un gars, il avait dit « Hey, tu devrais checker ça, là, l'impression 3D. » Puis là, on recule, là, on est en 2013 à cette époque-là. Ok. Là, lui, il dit Hey, je vais checker ça. Puis ça commençait à popper, là. Fait qu'il s'est acheté une petite imprimante 3D, Oh commence ouais. à designer des fûts, essaye ça, puis finalement, ça marche pas. Un fail total. Fait que là, lui, Ok. il se met à regarder ça. Puis là, il dit crime, c'est vraiment le système d'extrusion, là, qu'est-ce qui extrude la matière qui fait que ça fonctionne pas. Fait que lui, il développe son propre système. Puis là, moi, à ce moment-là, je dis crime, tu dois pas être le seul là, à avoir ce problème-là. Mhm. Fait que finalement, on rouvre un site web e-commerce, on se met à vendre comme le premier prototype de tête que Phil avait développé. Puis c'est un peu comme ça que le projet Ah, est parti, ouais. dans le fond. Parce que lui, il est en génie mécanique, t'as dit. En génie fait que mécanique à il l'ETS. comprenait les concepts Ouais, de tout ça. exactement. Parce que, mettons, là, tu sais, moi, je connais Fuck All, puis je me dis qu'il y a bien du monde qui connaît Fuck All, mais tu sais, un imprimant, je suis sûr qu'il y a du monde qui ne savait même pas c'est quoi que ça fait, un imprimante 3D. Moi, j'ai Ouais. déjà fait imprimer des petits logos, genre mes bouchons de. Pas bouchons, mais mes covers de vis Ikea marchaient pas. Tu checks sur Internet, il y a des designs, là, tu peux faire imprimer ça Exact. par quelqu'un. Peux-tu nous expliquer Ouais. un peu vraiment là, pour les Yes. noobs, là, c'est quoi Ben, Sans rentrer dans les détails, Ouais, puis ouais. je veux pas perdre le monde, mais en Exact. gros, l'impression 3D, ça existe depuis les années 80, là, ok? Donc Ok. ça fait très longtemps que c'est là, mais on n'entendait pas parler. Mhm. Tu sais, c'est comme à l'époque, là, quand l'impression 2D, tu sais, avant que les gens aient chez eux une imprimante Mhm. papier couleur, les gens devaient passer par des bureaux de service, Ouais. des bureaux Xerox, puis les gens en entreprise avaient des plotters, tu sais, puis c'était pas Mhm. quelque chose qui était mainstream. Donc, quand c'est arrivé dans les maisons, ça existait depuis longtemps. Donc, l'impression 3D, c'est un peu ça. Ça fait quand même longtemps que ça existe. Puis, il y a comme 7 technologies différentes aujourd'hui Ok. dans différents matériaux. Tu sais, on peut imprimer du plastique, Ouais. on peut imprimer du métal, on peut imprimer de la céramique. Et là, il y a. La aussi- céramique. Ouais, donc, Ok. tu sais, au lieu de faire de la poterie, par exemple, Ouais. on peut imprimer de la céramique. Puis, il y a des céramiques techniques qu'on appelle qui sont finalement aussi résistantes que du métal. Donc, il y a des applications quand même de niche Ah, ouais. dans l'industriel par rapport Ok. à ça. Puis du côté recherche et médical, il y a des gens qui commencent à imprimer des cellules souches, imprimer des cœurs, imprimer... Mais voyons. ouais. Ok. Donc, il y Je a m'attendais beaucoup... pas à ouais, ça, c'est là. ça. Moi, j'étais comme on imprime des petits trucs en plastique. Ben, tu vas voir, tu sais, parce que nous, l'histoire part un peu de ça pour aller vers... tu vas voir plus le secteur industriel, mais Ok. en gros, nous, on se spécialise dans l'impression qu'on appelle MEX. Donc, c'est Material Extrusion, donc l'extrusion de matière. Puis en gros, là, l'image que je peux te donner, c'est comme un fusil à colle chaude. Ouais. T'as un petit bâton de colle, Mhm. tu le rentres dans un fusil qui chauffe, puis t'extrudes cette colle-là Ok. pour coller. Ben nous, c'est pareil. On a une tête d'impression, on rentre de la matière qu'on fait, Mhm. qu'on amène au point de fusion, et on est capable à ce moment-là, couche par couche, de créer un objet en 3 dimensions. Ok. C'est fucking Ouais. nice. Hein. Fait que là, lui, il voulait se faire un drum en fût de chêne. Finalement, il a commencé à comme buzzer là-dessus. Ben, pas buzzer, mais comme à triper. Ah, parce que lui, il voulait vraiment faire une forme un peu, un petit peu exotique, torsadée, quasiment spirale. Puis l'impression 3D permet de faire ça. Pourquoi, dans le fond, les gens vont vers ça en manufacturing en général versus des moyens plus artisanaux ou des moyens, mettons, avec des machines-outils? C'est parce que ça permet de faire des formes dites organiques. C'est ça que ça permet de faire, l'impression 3D. Ok. Donc, le drum qu'il voulait reproduire, c'était un peu cette idée-là d'avoir une forme qui est un peu plus organique. Mhm. Puis là, ben, il voulait faire ça. Là, finalement, il avait jamais réussi. L'histoire dira que 8 ans plus tard, on a finalement imprimé le drum. Ah ouais, ok, on veut une photo, là. On veut une photo. ouais. Ok, mais, nice. mais ça a pris du temps, puis finalement, c'est ça. Lui, il arrivait à rien faire avec l'imprimante qu'il avait acheté. Fait que, il a développé sa propre tête, puis c'est devenu après un projet étudiant de finissant. Puis Ok. c'est là que mes autres associés se sont joints. Même à cette époque-là, il y avait 5 autres personnes qui gravitaient autour du projet. Donc, c'était pas encore un projet de business. C'était vraiment un projet d'amener une innovation sur un marché, d'améliorer un problème technologique. Ok. Mais très rapidement, on a dit crime, on va. Au lieu de se trouver des jobs, là, puis se faire chier, Ouais. puis, tu sais, les gars avaient des stages, j'étais comme, pense pas que c'est pour moi. Fait que, tu sais, tu me posais la question, comment
pourquoi l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu ça. Ok. Il y avait un ras-le-bol collectif, mes associés et Mhm. moi, individuellement, de dire, crime, on s'emmerde, c'est pas pour nous Mhm. nécessairement à travailler pour quelqu'un. Puis on a parti ce projet-là. C'est sûr que pendant des années, on se payait pas, Ouais. mais on avait comme développé cette drive-là, cette envie-là de faire Mhm. quelque chose de différent. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, le marché, dès le jour 1, c'est un marché international. Fait que contrairement à d'autres entreprises qui commencent local, après ils disent OK, Ouais. notre plan de croissance, c'est on va aller canadien, puis Ouais. ensuite aux C'est ça. Ouais, États-Unis. ouais. Ben nous, dès le jour 1, on vendait en Espagne, en Italie, OK. au UK. Puis, puis juste pour bien comprendre, mettons, le modèle d'affaires, c'est Ouais, que vous construisez des pièces vous-même, vous achetez des pièces, vous les modifiez, vous les revendez. ouais. Comment ça marche? Donc nous, Quoi vous faites? on est équipementier qu'on appelle, OK. donc on fabrique, on design, donc on conçoit, on manufacture, on fait le contrôle qualité puis l'assemblage de tous les produits qu'on développe. OK. Puis dans le fond, pour comprendre c'est quoi un équipementier, je peux te parler du modèle, mettons, un bon exemple que je vais me donner, c'est comme Intel dans les Ouais. ordinateurs. Ben, Intel fabrique des processeurs. Ouais. Acer, Toshiba, LG pourraient le faire, Ouais. mais ils n'ont pas de valeur ajoutée de le faire. Mhm. Les autres, ils Euh, achètent Ils d'Intel, puis achètent ils le mettent dans d'Intel. Pourquoi? l'ordinateur. Parce que Puis... Intel, ben, ils ont une crédibilité. Ouais. Ils vendent à tellement de fabricants d'ordinateurs qu'à un moment donné, ils ont un point de contact. Ils multiplient, Mhm. dans le fond, les points de contact avec les clients finaux, euh, avec les fabricants d'ordinateurs aussi. Donc, ça leur donne un peu, ils délèguent un petit peu la R&D Ouais. parmi un plus grand nombre. Ça permet d'amortir. Mhm. Ce que LG devrait vendre autant qu'Intel pour amortir ou d'avoir un processeur qui coûte Ouais. le même prix. Fait que nous, c'est un peu ça, tu sais, OK. on est comme le Intel Ouais, Inside des ouais. imprimantes 3D, on vend. Nos clients, dans le fond, là, nous, c'est les fabricants d'imprimantes Ouais. 3D. Fait que vous autres, dans le fond, t'es sûrement chez plein de gens qui nous écoutent en ce moment, ou tu vois, mettons qu'ils ont des imprimantes 3D, mais ils le savent C'est même qu'ils pas. savent même pas Parce que c'est exactement. dedans, tu sais, il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi un processeur, probablement, Exactement. mais comme c'est Intel. C'est ça. Puis c'est comme exemple, tout le monde boit du jus Oasis, mais celui-là qui fait le carton, c'est Tetra Pak, mais Oasis pourrait décider de faire leur propre Yes. carton, mais eux autres, ils achètent à Tetra Pak parce que c'est bien plus simple. C'est exactement ça. OK. C'est OK. exactement Je ça. savais pas que c'était ça. Ouais. OK. Puis sinon, fait que votre public cible, tu sais, c'est quoi vos gros clients? Qui fait des imprimantes 3D? Mais dans le fond, si on reprend de l'histoire, c'est Ouais. que nous, quand on a parti DICE, à l'époque, il y avait une compagnie. Notre compétiteur, dans le fond, nous, au début, on était dans ce qu'on appelle l'aftermarket. Donc, les pièces, les upgrade machines. Fait que nous, notre public cible, c'était, mettons, du monde comme toi qui avait une imprimante chez eux. Un peu Ouais. comme Phil, mon associé, qui avait une imprimante chez lui. Ouais. Puis dire, OK, ben, je vais améliorer ma machine Mhm. pour vraiment soit atteindre des performances améliorées, réduire mes temps d'impression ou utiliser des matériaux un peu différents, OK. des matériaux avancés. Donc, pendant des années, on a fait ça. Mais à force de faire ça, on a aussi croisé sur notre route des fabricants justement d'imprimantes Hmm. qui, eux, se sont mis à intégrer nos produits. Puis nous, c'était pas nécessairement la vision qu'on avait à l'époque de dire hey, on va être équipementier. Pour nous, c'était vraiment de faire de l'aftermarket. Comme Ouais. on le voit à Napa, pièces d'auto, ben, t'as des gens, ils font des pièces de rechange pour auto. Puis c'est un Mhm. business model qui est Ouais, viable. ouais. Mais là, tranquillement, pour eux, on se dit, crime, il y a de quoi d'intéressant avec du reoccurring business, tu sais, d'avoir Mhm. des clients du volume, d'avoir vraiment un feedback Ouais. aussi plus présent, créer des partenariats. Fait qu'on est vraiment passé d'un modèle direct to consumer vers un modèle B2B Ok. avec ces fabricants-là. Tu sais, aujourd'hui, on a plus de 50 fabricants à travers le monde qui Wow. intègrent nos composantes, que ce soit nos systèmes d'extrusion ou les accessoires associés qu'on fait parce que notre vision de la R&D qu'on a chez DICE, c'est d'améliorer. En fait, notre mission, c'est de permettre aux gens d'imprimer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ok. Et donc ça passe par améliorer l'expérience utilisateur. Mhm. Et donc souvent, ça passe pas juste par des systèmes d'extrusion, mais aussi des accessoires qui permettent, mettons, des Ok. capteurs. Là. On peut monitorer le filament, s'il y en a, s'il y en a plus. On pourrait monitorer des blocages. On pourrait monitorer des baisses de pression, des changements de débit. Ah, Donc il y a ouais. plein de choses qu'on peut faire avec les capteurs. Puis nous, c'est vraiment ce qui nous drive là, sur le développement. Ok. Donc aujourd'hui, tu sais, notre public cible, au niveau des utilisateurs finaux, ça a un peu changé. Mhm. C'est vraiment des compagnies industrielles
des Boeing de ce monde, des Nike, des ouais. Bombardier, Deutsche Bahn là, au niveau des trains en Allemagne. C'est OK. tous des clients qui utilisent l'impression 3D pour des Mhm. applications Mais vous industrielles. n'êtes pas spécialisé, mettons, là, tu me nommes beaucoup de transporteurs, mais ça n'a pas rapport parce que tu peux imprimer n'importe quoi Non, avec vos exactement. trucs. Puis sinon, si tu me parles d'un ordre de grandeur, je ne veux pas nécessairement avoir votre cost que vous vendez, mais tu sais, une pièce, là, ça peut-tu aller de 2000$, 10 000$, Ouais. Ben, nous, un notre ordre de gamme de grandeur? produits va de 400 dollars à 15 000. Fait que, tu sais, ça dépend. Ouais. J'imagine des fois c'est tout petit puis ça vaut Ben 15 ça, 000$. on a des petites pièces qui font, mettons, le modèle à 400 va dans une imprimante de bureau. Ça mesure peut-être 15-20 cm. Aïe, aïe. Notre grosse tête actuellement, qui est une tête qui utilise de la granule directement au niveau de l'apport matière, qui est utilisée dans l'injection plastique depuis longtemps, mais cette tête-là qui pousse énormément de matière en peu de temps, elle mesure 1 mètre presque, là, puis, 1 mètre? ouais, Tabarnak, c'est vrai. 70 cm, je te Ah dirais. ouais. Ça pèse 7 kilos, puis ça pousse 2,5 Ok. kilos de matière à l'heure, là. Ok, Chris, c'est intéressant. Ouais. Pareil, je suis comme là, je voudrais juste te parler de ça, mais genre, je veux aussi comprendre tu sais, ta job et tout. Mais clairement qu'on s'en reparlera off-record, parce que ça m'intrigue vraiment. Ton rôle dans l'entreprise, c'est CCO, Exact. Chief Commercial Officer. Officer, exact. Peux-tu Donc, nous... directeur de la commercialisation ou, bon, en français, les directeurs, c'est les C-level, là, en tout cas, mais en Mhm. gros, moi, je m'occupe, dans le fond, je suis comme à la tête de plusieurs business units, donc, Ok. tu sais, on a le marketing, les ventes, il pourrait même avoir, tu sais, des départements produits qui s'occupent plus du branding ou du product fit. Donc, vraiment, un CCO, ce que ça fait, là, c'est s'assurer, dans le fond, que tout ça est interrelié. Ok. Donc, souvent, tu sais, on a, mettons, des Chief Marketing Officer, mais Ouais. ce qui arrive avec ça, c'est que moi, je m'occupe de la commercialisation d'un produit, Ouais. surtout d'un modèle startup. On se considère plus startup, là, on est Mhm. plus scale-up, voire PME, mais il y a un peu cette idée-là d'avoir un go-to-market, donc d'amener un Ouais. produit en commercialisation. Donc, les cycles de commercialisation arrivent, tu sais, il y a eu des années, on commercialisait 2 à 3 produits par année. Donc, c'est très Wow. important d'avoir le marketing qui travaille pour les ventes, qui crée des outils pour les ventes, qui travaille sur le top of funnel, donc Mhm. d'amener Ouais, un ouais. peu de la notoriété du produit pour qu'après les gens au niveau des ventes travaillent. Mais nous, comme on est dans le B2B, c'est vraiment important d'avoir une Salesforce à l'interne. Ouais. Donc nous, on a 6 vendeurs, Ok, quand même. puis des gestionnaires de comptes qui travaillent au niveau des comptes clients, Mhm. faire de la prospection. Donc le volet vente est comme vraiment important. Puis il y a le volet branding aussi, puis il y a le volet marque employeur. Donc c'est tout un peu dans le fond, c'est toutes des choses qui gravitent dans mon carré de sable, je te dirais, Ok. de Fait que, vraiment... mettons une semaine type, j'allais te demander une journée type, mais c'est trop dur, une semaine ou un mois type, Ouais, c'est tu fais du démarchage, tu t'assures que tout va bien, tu t'assures que le prochain produit qui sort, il fit avec ce que les clients ont vraiment besoin. Mettons, c'est quoi, exactement. comment tu fais? Ben, écoute, mettons, on tombe là, justement, on est presque en release produit, donc collaboration avec l'équipe R&D au niveau de s'assurer que, justement, les voice of customer, donc tout ce Hmm. que les clients ont adressé comme requis est vraiment dans le produit, puis qu'aussi le produit a un bon product market fit, donc qui Mhm. répond à un réel besoin sur le marché. Ouais. Tu sais, puis sans porter de jugement, des fois, les équipes R&D, les ingénieurs, tu sais, ils aiment développer, donc des fois, c'est facile de perdre un peu de vue Ouais. vraiment le client. Puis nous, Mhm. on veut s'assurer chez DICE qu'on est au centre du client, du besoin du Ouais. client, puis qu'on résout un problème, et non pas faire un produit qui a plein de features Ouais, puis c'est pour ben, c'est avoir plein de donc hot, mais au features. final, c'est pas pratique. Puis là, Exactement. ce qui est assez fréquent, tu sais, mettons, dans YouTube, c'est ça qu'ils disent, tu fais pas une vidéo pour toi, là, tu le fais parce que tu es supposé répondre à un besoin, soit d'entertain la personne ou de répondre à une question. Fait que, ok, fait que c'est Exact. un Fait peu que ça ça, que tu fais. mettons, c'est de s'assurer de faire ça. Après ça, je peux travailler à plus haut niveau des stratégies. Là, on est en fin d'année fiscale, donc il y a tout un volet plus au niveau des projections de vente, Mhm. Ouais, travailler sur les budgets, les projections. ouais. Après ça, je supervise l'équipe de vente. J'ai un lead au niveau des ventes, mais c'est de m'assurer que, dans le fond, tout le pipeline est répondu, qu'on puisse... tu sais, moi,
je suis un très bon closer aussi. Veux pas, ça fait 8 ans que je fais ça, je connais les produits. Ouais. Dans le fond, j'agis un peu à titre de sales engineer, donc ingénieur des ventes, là, c'est un terme qu'on voit qui revient. Donc, je connais beaucoup de choses au niveau de l'ingénierie des produits, donc je peux arriver vraiment au niveau vers la fin du cycle de vente. Sur un appel pour t'assurer que le Exactement. client, ça va bien répondre à son besoin. Puis, Fait que ça, j'accompagne mes vendeurs un peu là-dedans. OK. Puis sinon, travaille sur tout ce qui est les stratégies marketing, les stratégies commerciales. Beaucoup de légal aussi au niveau des ententes entre... Il y a des particularités des fois, si tu travailles avec l'Argentine, si tu travailles avec les Royaumes-Unis, si tu travailles... C'est ça, vous ne vendez pas juste au Québec. Déjà qu'au Québec, c'est compliqué, mais là, quand tu rentres aux States, avec ne serait-ce que juste les taxes, les c'est taxes, ça. la gestion des taxes, la gestion des douanes, il y a beaucoup de choses En plus, au niveau de la vous logistique. shippez des affaires, vous autres, ça... nous, chez Poca, c'était du software as a service, puis il n'y a rien à shipper, puis c'était déjà le bordel. Nous, là. c'est du hardware qu'on ship, ouais. fait que bref, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça, tu sais, gérer tout cet aspect-là, un peu de branding, de marketing, travailler sur des campagnes. Ouais. Dans le fond, t'es un véritable couteau suisse. Ouais, Ta blonde t'appelle-tu de exactement. même? Le couteau suisse du chêne. Je voulais savoir, vous êtes quand même, tantôt tu l'as mentionné rapidement, tu as parlé de Philippe Carrier, si je ne me trompe Philippe pas. Carrier, J'ai vu son nom exactement. sur le site internet. Vous étiez 2, mais là, vous êtes rendu 4, si je ne me trompe Exact. Puis comme je t'ai dit, il y a eu d'autres gens qui sont venus, qui sont partis. Mais le corps des fondateurs, si tu veux, c'est Philippe Carrier, Jean-Sébastien Carrier, qui est notre CEO. Ils sont dans la même famille. C'est deux frères. C'est vrai. Puis t'as Maxence Gilles-Nogui, qui est COO, donc directeur des opérations. Puis dans le fond, Philippe, lui, c'est le CTO, donc le directeur technologique. Puis ce qui est drôle, c'est que Jean-Sébastien, c'était pas le premier CEO de la compagnie. Il était programmeur, dans le fond, il y a des études en programmation. Puis l'ancien CEO est parti pour, en tout cas, une histoire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, fallait. À un moment donné, on s'est tous regardé, qui prend la qui job. prend, il a fait, ça va être moi. À cette époque-là, on avait gagné un concours avec Alexandre et les Conquérants, là, qui était une émission de télé à Radio-Canada. C'est Alexandre. Il était un dragon là, dans les débuts, en tout cas. Alexandre Taillefer. Ah oui. Il y avait une émission, genre, style documentaire qui accompagnait comme des startups. Puis nous, on avait pitché là-dessus, sur cette émission-là. Ouais. On avait gagné le grand prix. Ça venait, dans le fond, avec un peu de coaching. Qui n'avait pas vraiment coaché, mais ça venait avec un chèque qui permettait d'avoir une espèce de MBA accéléré au HEC à Montréal. Jean-Sébastien a comme suivi cette formation-là, puis ça lui a donné un peu les skills pour dire « Ok, moi je le mets le chapeau de CEO. » Puis, tu sais, 4 personnes, c'est quand même beaucoup quand on pense, mettons, à un groupe de musique qui sont plusieurs, sont comme... Je veux pas rentrer dans le c'est pas payant ou peu importe, mais plus t'es de monde, plus c'est compliqué, plus la prise de décision est difficile. Pourquoi autant de gens que ça? D'habitude, on voit un CEO, un CTO, il s'entoure d'une grosse équipe de VP, des fois plus senior. Comment vous le vivez? Encore une fois, ça a un peu arrivé comme ça naturellement qu'on soit 4. Mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est une force. Puis je l'entends souvent, les gars, vous êtes fous, 4 ou des fois même, il dit 2 c'est compliqué. Moi, je dirais, là, c'est que on est quand même. Si t'as 3 têtes qui disent pas la même chose, puis que toi, tu penses différemment des 3, t'es quand même capable de te dire, ok, c'est peut-être moi qui est dans les patates. Cabochon, Quand t'es 2, tu peux t'ostiner longtemps, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis à 3, à 4, puis c'est vraiment, on se supporte les uns les autres, on se complète vraiment bien. Moi, je suis un peu plus sensible, sentimental, un peu plus comme créatif. Je suis vraiment pas cartésien. Les autres gars sont très cartésiens, fait que ça amène une belle complémentarité. Puis moi, j'ai toujours dit que ça a été toujours notre force de résilience, le fait qu'on soit 4. Je suis pas sûr qu'on serait où on est aujourd'hui si on n'avait pas été ce cœur-là de 4. Je te cacherai pas, ça n'a pas toujours été facile. Des fois, on a eu, comme tout le monde, nos petits conflits, mais c'est vraiment... moi, j'adore le fait qu'on est comme 4. Puis aujourd'hui, c'est un peu notre marque de commerce, Dice, les 4 cofondateurs. C'est assez rare, puis... ouais, c'est ça, c'est quand même nous, très on fait rare. front commun
devant l'adversité. That's it. Puis t'as dit tantôt que vous étiez quand même 6 vendeurs, plus vous 4. Ça fait déjà 10 personnes. Ouais. Vous êtes combien à peu près? Dans le fond, là, si je dis pas de niaiserie, on est comme 25 en ce moment. Quand même. Est-ce que vous recrutez activement ou comme vous, c'est comme on recrute Non. tranquillement parce que ça va quand même bien? Ben, on a eu puis- des phases. Ok. Fait que, tu sais, nous, en 2021, on a levé un seed pour amener comme un projet un peu plus loin. Un projet qu'on avait à un autre niveau. Donc là, on avait comme embauché massivement. Là. Si je me souviens bien, là, on avait comme déménagé en 2019. Je pense qu'à cette époque-là, on était comme 7. Avec 9, mettons, avec des stagiaires. Puis un an plus tard, on était rendu comme 15, 17. Là. Ok. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a fait un gros ouais. boom d'embauche. Ouais. Là, je te dirais que depuis un temps, on est plus slow. Ben, tu sais, l'équipe qu'on a en place en ce moment est efficiente pour mener à terme les projets qu'on veut. Ok. Mais là, on prépare une série A bientôt. Donc, c'est sûr que ça va venir Ok. avec un autre disons, coup Mhm. d'embauche là, pour Ouais. accélérer un peu. Puis justement, mon prochain point, c'était le financement. Tu as parlé de la seed. Pour les gens qui nous écoutent un peu, en fait, c'est vraiment juste de lever de l'argent pour payer les salaires, qui est probablement... Ben, vous, c'est peut-être plus du cost de hardware qui vous coûte de l'argent, mais comme d'habitude, les salaires, c'est la plus grosse dépense. Là, vous approchez une série A. Puis là, comment vous le vivez à l'interne, si tu veux en parler un peu? T'es-tu beaucoup impliqué là-dedans? Sûrement quand même, oui, t'es dans les ventes. quand même. Puis, tu sais, c'est sûr, nous, on s'est bootstrappé longtemps. C'est-à-dire, on a longtemps pu vivre un peu des revenus qu'on avait. Cool. Mais dans tout business, ou la plupart des business, tu sais, à un moment donné, tu as des projets d'investissement qui fait que des fois, c'est des projets que tu peux pas... tu sais, nous, on avait des produits hardware qu'on vendait, ben, on payait les salaires avec ça, puis ça finance la R&D de d'autres projets, puis c'est un cycle. Puis au Canada, c'est le fun parce que on a des beaux leviers financiers. Nous, on travaille beaucoup avec le gouvernement canadien qui donne des crédits d'impôts en recherche et développement. Fait que ça nous aide à avoir une équipe plus grosse, puis... ça peut aller jusqu'à 30% de tes salaires. En tout cas, dans les jeux vidéo, c'était complètement... Fait que ça, c'est pratique, mais à un moment donné, il y a d'autres projets, des fois, que mettons, tu sais que tu vas être 3 ans à travailler là-dessus avant de toucher un rond. Là. Oui. Ben ça, c'est des projets d'investissement, puis tu peux pas tout le temps bootstrapper ces projets-là. Fait que nous, le seed est un peu arrivé pour ça, c'est de dire, OK, on veut amener ce projet-là au marché, on le sait qu'on a long à faire, donc à un moment donné, on est allé chercher de l'argent pour un petit peu miser sur ce projet-là. Puis là, la série A, ben, c'est un peu pour la commercialiser. Fait que la seed, c'était pour la développer, puis là, c'est plus pour la maintenir, la soutenir, le commercialiser, puis d'aller comme au prochain niveau. Là. OK, très cool. C'est des gros projets. Là. Ouais, puis c'est sûr, tu sais, lever de l'argent, si je m'en souviens dans le temps. Puis nous, en plus, c'est qu'on avait commencé à vouloir lever en 2018. La pandémie est arrivée, le deal est comme tombé à l'eau. En pleine pandémie, on a comme retourné en ronde parce que là, le deal était comme tombé. Fait que ça a été beaucoup d'énergie gaspillée, si on veut, parce qu'au final, t'as pas ton cash. Fait que, oui, c'est de la pratique. Là, mais... c'est comme à recommencer. c'est ça. C'est très intensif pour les fondateurs, pour les VP ou les gens qui sont impliqués. Ça te défocus complètement de ton but, de ta mission commerciale. Ouais, c'est ça. Tu sais, veux pas, on est... Bon, la théorie dit... on ne devrait pas être dans éteindre des feux puis être dans le day-to-day des opérations, mais veux pas, à taille qu'on est là, on est encore là-dedans. Oui. Fait que c'est sûr que travailler à plus haut niveau sur de la stratégie puis tout ça, c'est sûr que c'est de balancer le temps entre OK, j'ai de l'exécution à faire versus faut que je travaille sur ma levée de fonds, mais c'est quand même stimulant puis c'est le fun. Puis quand tu fais ça, ça te permet aussi de regarder tout le chemin parcouru. De réaliser, de dire, crime, tu sais, les gars, ça fait 8-9 ans qu'on fait ça, qu'on vend et marées, la résilience est là, puis on en a fait du chemin, là, tu sais. Fait que ça c'est le fun. Très nice. Si on parle justement un peu de prix et de reconnaissance sur votre site, c'est tapissé à la grandeur de prix, là, je pense Investissement Québec, tu sais, il y a plein de logos gouvernementaux là-dedans. Peux-tu nous parler un peu des prix, puis ça a-tu un impact, puis tu sais, en recevez-vous encore? Ou exact.
Ben, en gros, pendant longtemps, tu sais, on appliquait sur des petits concours, on cherchait à avoir un peu une reconnaissance au Québec. Fait que, tu sais, on a gagné les prix Excellence de la Chambre de commerce euh, parce que nous, nos bureaux sont à Longueuil, puis la région, OK. comme la grande région, je sais plus, c'est le CCIRS, là, mais nous, on avait comme eu un prix là-dedans. Fait que c'est toujours le fun. Mais c'est sûr que pour nous, je pense pour des business, ça a plus d'impact que d'autres, Mhm. d'avoir des prix. Nous, on le faisait un peu en disant, ah, ça va nous ouvrir des portes, Ouais. tu sais, Investissement Québec, des fonds gouvernementaux. Ouais. Puis finalement, ça a jamais donné grand-chose. On dirait que c'est plate, mais je pense que le gouvernement au Québec est très focusé sur la sphère AI, tu sais, tous les projets plus tu sais, éco-circulaire, genre de choses-là. Mais tu sais, nous, l'impression 3D, ça parlait pas. On a déjà pitché devant des gens où on nous disait ah ben la feuille de papier elle va où là, tu sais. Puis Hmm. à cause il avait entendu le mot impression dans impression 3D Oh, puis ok. il avait stické là-dessus. Il aurait dû écouter le podcast. Là. Ouais, T'expliques exact. que tu imprimes, t'extrudes de la céramique pis tout. Mais tu sais, cette lag-là un peu, à un moment donné, nous rapidement on a fait ah ben on va arrêter de mettre nos Ouais. efforts au niveau du Québec, dans le fond, puis Ok. on va continuer de travailler à l'international. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'avoir des prix, mais tu sais, bon, quand on en a, on le prend, mais avant on appliquait sur des concours, là on le C'est fait plus le plus. cas. Ok. Non. On le fait, mais à l'international, comme là, en juin, on est shortlist sur un prix qui s'appelle les TCT Awards, qui est un des grands trade shows, un salon sur Ok. l'impression 3D au Royaume-Uni où on est comme. On sait pas si on va gagner, mais on est finaliste là, Ah, cool. dans une Congrats. Parce que catégorie. Fait même si vous gagnez pas, ouais, congrats en exact. avant. Ben Ah, très nice. ça c'est payant parce que ça donne de la Ben notoriété, oui, la ça ramène des crédibilité. leads, des Ouais, clients. Fait que, ouais. hmm. Très nice. On rentre dans le segment un peu plus, ben pas personnel, mais plus équilibre, travail-famille, disons de même. Mais mettons que tu te repartais en business demain matin, OK? Puis là, des fois, c'est comme plus facile à dire selon ce que tu sais, mais c'est quoi les 3 premières choses que tu ferais? Ouais. Straight up. Première des choses, ça serait de signer une convention Hmm. d'actionnaires. Je vais m'étouffer avec ma bière, ça, c'était pas le premier qui me dit ça. Là. Parce que, bon, nous, on n'en avait pas une. En tout cas, on en avait une pris sur un template Fait par trouvé chat sur GPT. Internet. Ah Là. non, ça Ouais, n'existait c'est pas. ça. Fait que je te dirais qu'avec convention d'actionnaire, ça vient à pas avoir peur de payer pour des avocats. Ouais. On était très gratteux, frileux, puis tu sais, je comprends ça. Mais T'as oui, pas t'as beaucoup pas de cash. d'argent, puis t'es comme crime. Aucun retour sur investissement que je paye 5 000, 10 000, Exact. 15 000, 20 000 par année pour des avocats, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, Mhm. on a beaucoup de frais administratifs avec nos avocats, les gens qui Ben nous oui. entourent, puis ça nous sauve ben des problèmes. Mhm. Ça réduit le risque aussi. Fait que Ouais. trouve-toi un bon avocat, un bon fiscaliste, puis signe une convention Ok. d'actionnaire. Ouais, c'est tes 3 affaires, Ouais. ça? C'est parfait, c'est assez. On est dans le domaine de la finance. J'aime ça, j'aime ça. Peux-tu nous parler, dans la mesure du justement confidentiel et d'une situation comme stressante, mettons, puis tu peux aller dans où tu veux, puis comment tu l'as géré dans le fond? Écoute, il y en a plusieurs. Là? Euh, je pense que. Hey, une stressante. Ben écoute, puis là, je ferai pas de cachette à personne, puis tu dois l'entendre de d'autres entrepreneurs, mais la gestion du cash flow, Hmm. c'est quand même très stressant. Ouais, Surtout dans la mesure où, tu sais, c'est un cercle vertueux, là. ouais, T'as des comptes à recevoir, là, tes clients ne payent pas, mais ouais, tu dépends un peu de ces comptes-là pour payer tes propres fournisseurs. ouais. C'est quand même une situation très stressante où tu joues un peu avec l'élastique de, OK, là, tu repousses tes paiements de tes fournisseurs. Puis c'est sûr, tu sais, tu veux toujours payer tes employés. Tu veux pas arriver une semaine à dire, tu sais, c'est jamais arrivé, mais ça serait. Ça, c'est stressant d'avoir ça sur tes épaules, cette espèce d'idée-là que en tant qu'entrepreneur, tu fais vivre. Puis là, je veux pas que les gens me prennent en pitié, mais c'est Non, un peu non. odieux d'avoir à te dire, OK, nous, là, au final, moi, il y a des gens qui dépendent de ma business pour Ben oui, mettre du pain sur la table. ben oui. Puis c'est sûr, bon,
tu sais, c'est tout du monde, mais nos employés, c'est tout du monde qui se trouverait une job en claquant Oui, des mais doigts demain pareil. matin. Mais tu sais, pareil, au day-to-day, il y a un peu cet aspect-là Ça. de dire, Ouais. crime, tu sais, c'est des... T'sais, eux, ils ont pas accepté le risque que toi, t'as accepté. Exactement. C'est genre, oui, startup. Je me souviens, ma mère, quand j'avais postulé chez Ubisoft au début, elle était comme, hi, là, Puis là, j'étais comme crime. Mais quand elle va apprendre que là, finalement, j'ai postulé chez Poca, 80 employés avec ils ont raisé 15 millions à Ouais. date, elle m'a rien dit. Elle me faisait Ah ouais, confiance à partir de là, mais j'étais comme, pourtant, ouais. le Ouais, risque était le plus risque du était côté plus de élevé. Poca, mais... Finalement, c'est Ouais. moi qui est parti, ils m'ont même pas mis dehors. Mais tu sais, parce que tu touches un point, quand on était juste 4-5, on se payait pas de salaire, on avait le risque entre nos mains, dans le Ouais. sens qu'on c'était en connaissance de cause. Puis tu sais, je veux dire, là, la business va bien, mais on n'est pas justement Ubisoft qui est assis sur... Ouais, ils printent du t'sais, cash comme. ouais. Fait qu'il y a toujours un risque. Il peut Ah, arriver ouais. de quoi demain matin? Tu sais, on le voit là, ces temps-ci dans les nouvelles, là, des business établis qui ferment les portes parce que crime, une nouvelle loi qui passe, quelque chose qui fait que Ouais, c'est le une contexte pandémie, économique... tu sais, Ouais, une pandémie. Regarde là, ouais. les Zoom Teams de ce Ben monde qui ont oui. pris de la valeur alors que des business plus qui vivaient du fait que les gens allaient au bureau pour travailler, tu sais, des restaurateurs, tout ça, ils l'ont eu dur. Fait que, Ouais. tu sais, on n'est pas à l'abri de ça. Puis comme entrepreneur, ben, il y a un stress lié à ça, Uh-huh. de dire que on est tout le temps ça accorderait de... Ah ouais, clairement. Puis c'est notre rôle aussi, hein. Chaque dollar qui rentre, tu veux le réinvestir pour créer de la valeur. Ouais. Si on gardait, je sais pas moi, 150 000 de profit par année, ben nos investisseurs, maintenant, ils diraient, les gars, tu sais, Ah ouais, vous c'est auriez ça. pu prendre ce 100 000-là, mettre un nouveau projet de R&D, investir plus en marketing. Exact. C'est... Mais quand tu joues sur la corde que tu veux investir chaque dollar que tu fais, ben ça Mhm. l'amène aussi des stress, tu sais. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est le segment équilibre travail-famille. Comment tu fais, tu l'as dit tantôt, d'entrée de jeu, tu dis, ah, moi je m'occupe de mes enfants, nanana, mais tu sais, comment, tu as dit du game aussi, mais comment tu fais pour décrocher, puis tu sais, sûrement que tu penses à ta business, Mm. même quand tu dors tout le temps, as-tu une façon pour décrocher, puis te dire, ok, je focus sur ma famille ou peu importe, comment Ouais. tu vis ça? Je te dirais, man, c'est un des facteurs les plus tough dans... Surtout depuis que j'ai des enfants, tu sais. Mhm. Ça va faire 10 ans là, que je suis en business, fait qu'au début, tu sais, j'étais avec ma blonde, on n'avait pas d'enfants, fait que tu sais, ça passait comme une passion, un passe-temps, tu sais. Ouais. Mais le jour que tu as des enfants, puis il faut que tu t'investisses, là, ça a mis un peu en lumière comment que, ben, tu sais, je suis tout le temps connecté un peu, ou je pense tout le temps à la Ouais, business. ouais, ouais. Ma blonde est très compréhensive, puis elle me supporte beaucoup dans le projet. Mhm. Par chance, je te dirais que ça me sauve beaucoup. Ouais. Euh, En même temps, avec mes associés, on croit beaucoup à cette balance-là. Travail-vie personnelle. Ouais. Sauf Philippe, Maxence puis Jean-Sébastien ont des enfants. On a beaucoup d'employés qui ont des enfants. On est plein de Ok. jeunes papas. Fait que tu sais, ça, côté culture d'entreprise, on oriente beaucoup, je te dirais, nos RH basés un peu là-dessus, Ouais. sur donner cet équilibre-là. Fait que ça aussi, de l'autre bord, tu sais, ça aide aussi beaucoup à apporter cet équilibre-là. Puis là, après, ben, moi-même, j'ai de la misère à décrocher parce que ben, j'aime ce que je fais, je suis Mhm. passionné. Fait qu'il faut vraiment que je me... Faut vraiment que je me parle, tu sais. Faut Ok. vraiment... Maintenant, j'essaie de moins regarder mon téléphone, tu sais. Ouais. Moi, je suis connecté tout le Ouais, temps mais sur c'est- mes emails de job, mes appels rentrent. Fait que j'essaie vraiment de me focusser sur le moment présent quand Ok. j'étais avec mes enfants, quand j'étais à la maison. Puis quand ils sont couchés, des fois, je travaille. Ben oui. Mais j'essaye vraiment de plus en plus. Puis ce qui a aidé, c'est la croissance au niveau des employés aussi. Tu sais, je recule de 5 ans. T'as une équipe te supporter, Ouais, mais j'ai le une fait que vous équipe, êtes 4 je aussi. peux tu sais. déléguer. Puis là, ça me permet de prendre des vacances. Puis tu sais, la beauté de la chose, là, moi, je compte pas mes heures. Fait que, Ouais. tu sais, je fais beaucoup d'heures, mais si une semaine, je Ben oui. veux moins travailler ou que les enfants sont malades, ben, je peux le faire. 100%. La suite pour DICE, ben là, la suite, tu sais, oui, tu as parlé d'une série A, mais tu sais, avez-vous un plan en tête de demander, de dire, Hey, nous, on veut vraiment vendre, ou tu sais, y a-tu un exit de prévu? Comment ça... Ouais. Ben écoute, tu sais, à un moment donné, quand tu rentres dans le monde de l'investissement, que tu te poses des questions à dire, ok, ben, tu sais, nous, c'est une business, mettons, lifestyle, tu sais, comme un garage, un salon de coiffure, ce genre de business-là, puis si je dis pas ça, Mhm. c'est pas un préjugé, là, c'est pas négatif, c'est juste que ce genre de business-là, souvent, c'est, tu
tu vas avoir un leg pour tes enfants. Souvent, c'est une business familiale. Puis eux, ils veulent juste se verser un bon salaire ou un très bon salaire, puis tu sais, mener leur petit train. Nous, c'est une business dont l'objectif, maintenant, on se l'est posé la question pour se dire, OK, on veut créer de la valeur pour un jour, tu sais, comme rentrer de l'investissement externe, puis donner un effet multiplicateur. Puis nous, un jour, sortir un peu de ça, avoir un cash-out. Fait que c'est sûr que pour Dice, tu sais, le but éventuel, c'est de se faire acheter d'une certaine façon. Soit par une compagnie qui voudrait, tu sais, avoir un nouveau marché, un nouveau produit, ou par un compétiteur ou un client, exemple, qui voudrait acquérir notre techno, nos brevets. Y a-tu des. Sans dire que vous n'êtes pas connu, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais, on connaît pas ça parce que t'achètes. Y a-tu, mettons, des gros noms dans votre page, genre IBM, ils pourraient-tu vous acheter ou ça n'a pas rapport pantoute, là? Oui, ça pourrait, tu sais. Il y a des, mettons, Siemens qui est connu dans tout ce qui est automation, tout ça, tu sais. Ils ont comme des segments un peu là-dessus. Tu sais, Bosch, là, la compagnie qu'on connaît pour les outils, ben, ils ont une imprimante 3D, fait qui ont créé, tu sais, fait qu'il y a des segments. Des fois, on le sait pas, mais ces business-là, ils ont des subsidiaries ou disons, des business units ou des secteurs qu'on connaît moins, mais ils vont là-dedans pour desservir des clients, puis eux, dans leur plan stratégique, ça fait du sens. Ouais, puis à un moment donné, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe de genre, hey, on est tannés, on a tous 3 kids, puis genre, on a une offre sur la table, tu sais, puis ça va. Ouais, exact. Puis c'est sûr qu'on c'est pas à tout prix, tu sais. Pour être franc avec toi, on a déjà eu à 2 reprises des offres. C'est juste que pour nous, on savait qu'on voulait créer un peu plus de valeur encore. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement demain matin qu'on dit. Puis tu sais, encore là, ça dépend, mais il y a certains projets milestone qu'on veut mener à terme. Mais c'est sûr que pour nous, le but ultime, tu sais, on a quand même mis beaucoup d'argent et de temps là-dedans. Ben oui, donc c'est comme ton bébé, ton 3e enfant. Tu sais, nous, on fait pas d'investissement en immobilier, on fait pas du day trading. Pour nous, c'est bâtir une business pour créer de la valeur, puis un jour avoir un multiplicateur sur nos actions. Ouais, 100%. J'ai le segment Repeat After Me, répète après moi. Fait que là, tu vas devoir répéter ma phrase. Après ça, tu vas devoir la compléter. Donc, pas juste la compléter, la répéter. Depuis mon projet entrepreneurial, l'apprentissage le plus important que j'ai fait est... Donc, depuis mon projet entrepreneurial, l'apprentissage le plus important que j'ai fait est croire en soi. Ouais. Puis, ben, évidemment, la résilience, la patience. Ouais. Y a-tu des moments, des fois, que t'avais genre juste envie de crisser ton camp? Ah ouais. Tous les jours. Je m'attendais comme à ça, mais je m'attendais pas à ça en même temps. C'est bon. Ouais, j'imagine que c'est vraiment une bonne montagne russe. Là. Ouais, tu sais, on est comme des addicts, là, tu sais, un peu. C'est comme... on a notre fixe, là, tu sais, à tous les jours, là. Puis là, tu te couches le soir, t'es comme, man, pourquoi je fais ça? J'étais un fucking cave. Tu sais, genre, des fois, je regarde mes chums, là, c'est la construction, là, puis je suis comme, hey, man, me semble que j'irais faire ça. Pas de tracas, pas de soucis, puis tout. Puis là, je me lève le lendemain matin, puis let's go. C'est comme, ça procure tellement d'adrénaline, là. Man, c'est débile, là, genre, mais... Ouais, intéressant. J'aime ça que les gens qui écoutent, ils apprennent plein d'affaires. Clairement qu'on a appris déjà plein d'affaires, mais plus au niveau technologique, un outil que tu utilises qui, toi, il accélère ta productivité ou, tu sais, vas-y. Ben, je te dirais que depuis 1 an, mon outil de choix s'appelle Supernormal. OK. C'est un assistant virtuel qui utilise l'AI pour faire les transcripts. Fait que, tu sais, nous, on fait beaucoup de meetings. On est en mode hybride. Même nos meetings en présentiel, on se connecte via notre Google Workspace, Google Meet. Pour faire les meetings, c'est plus fun. Puis ça, Supernormal, ben, il écoute tout ce qu'on dit, il prend des notes. Il nous sort des action items, il fait un brief de ce qu'on a, puis ça garde une trace. Puis pourquoi on a mis ça? C'est parce qu'on se trouvait pourri entre directeurs à prendre des notes. On était là en meeting, on se rappelait plus de rien. Ouais, c'est ça. Parce que personne prenait des notes. Fait que ça, c'est vraiment venu changer la donne. Ah, ben, très nice. Je pense que c'est la deuxième personne que c'est pas super normal, mais c'était un tour vraiment similaire.
C'était Brouillard Communication qui utilisait ça aussi. Puis j'étais comme, je pense que c'était un no-brainer. Même moi, vraiment à petite échelle, j'essaie de booker du monde pour le podcast. Je me souviens plus de ce que je leur ai dit. Je leur ai écrit, j'ai de la répète. Hey, on s'était dit qu'on se parlait ou t'avais-tu refusé? J'ai de la complètement stupide. Fait que ça me prendrait ça. Puis un autre, là, si tu peux me permettre, c'est Tango, ça s'appelle. Donc Tango. Okay. C'est affaire pour les rabais? Twango? Non, pas Twango. Nice. Tango, dans le fond, ça permet. Parce que nous, avec les embauches, là, maintenant, t'es tout le temps en train de faire des procédures, mettons, pour les RH. Ben, Tango, ce qu'il fait, c'est il enregistre les clics que tu fais sur ton écran, puis il te sort un PDF, un procédurier. Une procédure? Mais voyons, toi. Ouais, fait que ça, c'est malade. Hey, j'en prendrais ça pour Excel, je pense. Ouais. OK. Hey, Simon, dernière question. J'ai le magnifique petit cochon ici, la Piggy Bank, qui a été faite par ma mère Linda. Puis dans le fond, je demande aux invités, on fait le caritatif un peu avec le Piggy Bank podcast. J'aimerais savoir si tu aimerais contribuer du montant de ton choix à une cause caritative qu'on va choisir ensemble. Ben oui, absolument, ouais. Simon, merci man, c'était fucking nice. Merci on Dave. s'en reparle, salut man. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like, ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.